C'est moi ça. Je supprime là parce que comme Yann. Tac. Assis-toi. Ah. Tu faisais quoi, tu as... Alors, bonjour à tous. Alors, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que, par exemple, Madame Vérotte, est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous entendez? Oui, je vous entends. Ah, super. Donc, bonjour à tous. On attend encore quelques personnes. L'essentiel de cette réunion ce matin, enfin ce petit déjeuner, se fera en distanciel, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont, notamment en province, qui n'ont pas pu se libérer. Donc, vous n'aurez pas la chance de partager avec nous les viennoiseries. Saint-Osport. Ouais, voilà. Et pour Marie. Peut-être que Marie, tu peux zoomer un peu, parce que là, je pense que le cadrage il est un peu. On va peut-être commencer. Hein. Non. Alors, l'objectif de la l'objectif peut-être pas, mais en tout cas, l'objet de la réunion d'aujourd'hui, c'était de parler de compliance dans les collectivités territoriales. On a beaucoup de collectivités qui posent la question de savoir par où commencer, comment s'organiser, de collectivités ou d'établissements. Et donc, l'objectif de la réunion, c'est de faire un petit peu le point sur ce qui se pratique et surtout faire un retour d'expérience sur ce qui a été mis en place à la ville de Toulouse. Ça nous paraissait intéressant parce que la ville et la métropole de Toulouse sont très en avance sur les sujets de compliance et de conformité dans les collectivités. Et notamment, enfin, nous, ça nous avait marqué parce que c'est la première collectivité qui avait vraiment créé un poste de compliance officer ou en tout cas de responsable de la compliance, ce qui n'était pas un terme qu'on trouvait beaucoup en France et a fortiori dans les collectivités à l'époque. Donc,
on va revenir dans un premier temps sur pourquoi mettre en place un dispositif de compliance au sein des collectivités ou au sein de l'espace public, enfin au sein des personnes publiques. Et puis ensuite, on détaillera votre expérience. On a la chance donc d'avoir Alexandra Lamy, qui était donc la première recrutée sur un poste de compliance officer en collectivité. Alors pourquoi mettre en place un dispositif de conformité ou de compliance ou de prévention de la corruption et des atteintes à la probité? D'abord parce que c'est une obligation réglementaire et législative depuis la loi Sapin 2. La loi Sapin 2 qui date donc du décembre 2016 et qui prévoyait une obligation de mise en conformité en juin 2017, s'appliquait d'abord aux entreprises, puisque c'était ça l'objectif de la loi, c'était faire plus de transparence, plus de prévention de la corruption au sein des entreprises. Et la loi disait donc, pour lutter contre la corruption, il faut mettre des dispositifs de prévention en place. Et cette loi, donc au travers de l'article 17, l'impose aux entreprises, les ETI qui font plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui ont plus de 500 salariés. Mais l'article 3 de la loi prévoit également que l'Agence française anticorruption, qui est l'agence qui a été créée à cette occasion, peut contrôler également les collectivités. Donc, même si elle ne crée pas à proprement parler cette obligation en direction des collectivités et des personnes publiques, par le truchement de cet article 3 qui dit que la FA peut venir contrôler si les mêmes dispositifs ont été mis en place au sein des collectivités, l'Agence française anticorruption a dit, puisqu'on doit contrôler quelque chose, ce qu'on doit contrôler, c'est que les entreprises que les collectivités, pardon, ont mis la même chose en place que les entreprises. Et finalement, on a eu au départ, au moment de cette loi, un peu de débat théorique pour savoir si la loi Sapin avait les mêmes exigences vis-à-vis des entreprises que vis-à-vis des collectivités ou des établissements publics. Et puis finalement, ce débat a été tranché par l'Agence française anticorruption et puis par la doctrine finalement. Et aujourd'hui, il est assez indiscutable finalement que les collectivités doivent, en vertu de la loi Sapin, mettre en place un dispositif de prévention de la corruption. Dispositif de prévention de la corruption, donc on l'a vu sur la slide précédente, c'est différentes exigences, on y reviendra, une cartographie des risques, un code de conduite, une politique cadeau, un système d'alerte. Il y a différentes obligations. Et donc, toutes ces obligations pèsent sur les collectivités. C'est assez ambitieux et ça peut faire peur. Et c'est pour ça que l'objet de cette réunion ce matin, c'est de s'interroger sur la meilleure méthode pour déployer ce type de politique. Donc, c'est une obligation réglementaire législative, mais si on le présente comme ça, et on y reviendra, on a assez peu d'adhésion à ce genre de réforme ou la mise en place des dispositifs de conformité. Si on dit il faut juste le faire parce que le législateur nous l'a demandé, en règle générale, ça n'emporte pas les troupes, et d'autant plus que c'est assez complexe. Donc, le présenter sous cet angle-là, en général, n'est pas gagnant. Ce qu'il faut voir, c'est que ces dispositifs de prévention de la corruption, ils ont surtout un intérêt stratégique pour la collectivité. Pourquoi? Parce que quand on est une collectivité ou une personne publique, on est particulièrement exposé au risque d'atteinte à la probité, que ce soit sur le plan pénal, bien sûr, mais aussi sur le plan médiatique, puisqu'il y a beaucoup d'articles qui sortent. On vous a mis quelques exemples récents, le cas du maire de Lyon, le cas du maire de Fréjus, le DGS d'Asnières, tout ça sont des exemples récents où des élus ou des agents publics ont été mis en cause. Ils ne sont pas encore jugés, mais néanmoins, ça fait les choux gras de la presse et c'est toujours un moment extrêmement désagréable à passer. Sur le plan pénal aussi, les risques sont importants quand on est une personne publique parce qu'il y a beaucoup déjà de délits pénaux qui ne concernent que les personnes publiques. Par exemple, le délit de favoritisme, le trafic d'influence nécessite l'implication d'une personne publique parce que vous êtes exposé aussi, parce que vous prenez des décisions d'importance. Et donc, du coup, vous êtes plus susceptible et plus vulnérable à la corruption, au trafic d'influence ou autre, ou la prise illégale d'intérêt.
Et puis, surtout, ce sont des délits qui sont facilement constituables, c'est-à-dire qu'ils sont assez objectifs. L'intention n'est pas... Enfin, elle est présumée, on va dire, assez facilement. Par exemple, l'enrichissement personnel n'est pas non plus une condition requise pour pouvoir qualifier le délit. Et puis, vous êtes dans un écosystème à risque. Donc, finalement, mettre en place ces outils de prévention de la corruption, certes, ils répondent à l'obligation légale, mais surtout, s'ils sont bien faits, s'ils sont bien mis en place, s'ils sont compris, s'ils sont adaptés à votre entité, bah, ils vous permettent d'éviter ces risques qui sont quand même particulièrement importants. Donc, c'est les raisons pour lesquelles non seulement la mise en place d'un dispositif de prévention de la corruption est obligatoire, mais aussi pourquoi il est important et il peut susciter l'adhésion s'il est bien fait. Donc, comme je le disais, c'est un programme qui est en général très ambitieux et qu'on ne maîtrise pas forcément quand on a la culture publique, même si on y reviendra, il y a quand même beaucoup de liens entre la culture publique, les règles qui existent déjà dans les collectivités locales et la culture de la prévention de la corruption. Néanmoins, quand on est de saisir du sujet, ça paraît une montagne. Et c'est pour ça que ça me paraissait intéressant de revenir sur l'exemple toulousain, puisqu'il y a quelques années, donc vous êtes lancé dans cette conquête de la conformité. Ok, donc c'est à moi de présenter notre programme. Alors, bonjour à tous et merci à Fleurus d'organiser ce petit déjeuner parce que nous, à Toulouse, on est assez ouvert, on est trop content d'échanger avec d'autres collectivités sur ce sujet parce qu'on est tous plus ou moins avancés selon les dispositifs, que ce soit directement en lien avec Sapin 2, comme en lien avec, ou plus largement sur la gestion des risques, sur l'audit interne, sur le contrôle interne. Et moi, quand j'ai commencé en 2021, j'ai pu bénéficier de conseils, de retours d'expérience d'autres collectivités qui m'ont beaucoup aidé, donc qui, elles, étaient très en avance sur certains aspects. Voilà. Alors, juste quelques mots d'abord, juste pour parler de notre organisation. En fait, nous, c'est la mission conformité. On est rattaché au DG Service à la population. Parce que lui, il est référent déontologue et référent alerte de la collectivité. Donc, en fait, ces référents déontologue et alerte sont internalisés chez nous. On est 2 personnes à temps plein avec l'aide d'une troisième personne qui fait surtout la médiation communale, mais sur son temps libre, elle nous aide sur la conformité. Et juste pour, j'espère ne pas me tromper, mais à peu près, je pense qu'on est à peu près 14 000 agents. Voilà. Donc je dis qu'on est 2 DMI pour 14 000 agents. Voilà. Deux collectivités. Pour les 2 collectivités, oui, merci. En fait, c'est mutualisé, métropole et ville. Nos activités principales, alors on épaule les référents déontologues sur tout ce qui est avis déontologique, donc on va préparer les avis déontologiques. On va aussi gérer la ligne d'alerte, donc on est amené aussi à faire des enquêtes internes. On assure le secrétariat de la commission de déontologie des élus. Donc, on va aussi préparer des avis pour des saisines élues pour présenter à la commission. Et puis, on gère un outil de détection de conflits d'intérêts dont je parlerai tout à l'heure. On va faire un petit focus là-dessus. Ensuite, il y a des sujets connexes, notamment liés à la transparence, en tout ce qui est applicatif lobbying, publication des registres de déport et autres publications d'autres données déontologiques. Et puis, bien sûr, et ça c'est le principal, c'est le programme de prévention des atteintes à la probité. Voilà, donc ça c'est nos activités principales. Alors, c'est pas très exhaustif, je vais un peu le survoler, mais en gros, notre plan de prévention, on a commencé. Alors moi, j'ai commencé en 2021. Alors, je ne sais pas si je suis la première compliance officer dans le public, mais bon, j'ai arrivé en 2021.
Et j'ai commencé avec tout simplement un feuille Excel avec la colonne à gauche. J'ai mis toutes les étapes, tous les dispositifs de l'EASA 22. Je suis partie des recommandations de la fin et aussi du questionnaire AFA. Colonne suivante, j'ai listé les choses qu'on a déjà, parce qu'on avait déjà des choses, et ce qui était encore à faire et qui pourrait le faire. Et bref, c'est une petite feuille de route, quelle année, etc. Donc ça a pas mal aidé aussi de juste avoir une vision claire de ce qui est resté à faire et quand est-ce qu'on pourrait le faire. En fin 2021, on a lancé la cartographie des risques parce que, en fait, c'est la base de tout. Il faut commencer par la cartographie des risques. En fait, tous les dispositifs qu'on met après, il faut qu'ils soient adaptés à nos risques spécifiques. Donc, on a lancé en fin 2021 et tout le long de 2022, donc ça nous a occupé pas mal de temps. J'ai fait un petit focus là-dessus aussi sur la cartographie des risques. On a fait la cartographie des risques, pas globale, mais spécifique, prévention, atteinte à la probité, pardon. Voilà. En 2022, on a intégré tout ce qui est, il fallait faire, côté ville, il y a eu des engagements déontologiques qui avaient été déjà signés avant que j'arrive, et on a voulu faire le même pour la métropole. Bonjour. Il n'y a pas de souci, le Installez-vous. Je suis désolée, la suite était un peu capricieuse ce matin. Et pardon, on a des Christelle Paris-Commerce. J'ai personne aussi. On est qu'au début, hein. Je suis en train de parler du début des différentes étapes du programme anticorruption. Donc, je disais que je suis arrivée en 2021, j'ai fait un feuille de route Excel, tout simple. On a fait la cartographie des risques en 2022. Et puis, en 2023, on a essayé donc on a intégré l'idée de mettre en place un programme anticorruption dans les engagements des élus de la métropole. C'est quelque chose qu'on doit mettre à jour au niveau de la ville. Donc ça, c'est aussi pour, c'est un des éléments de l'engagement de l'instance dirigeante. Qu'est-ce que je veux dire en 2024 oui, alors c'est là où on a déployé un outil de détection de conflits d'intérêts des élus. Alors ça, c'est plus dans le cadre du secrétariat de la commission de déontologie des élus. C'est qu'on recevait tout un tas de déclarations d'intérêt des élus, mais à part les conseillers par rapport à leur délégation, on ne pouvait pas trop exploiter ces informations. Donc, je ferai un petit focus là-dessus tout à l'heure aussi. C'est la carte des risques et l'outil de détection. Faire un petit focus là-dessus. 2024-2025, il y a tout ce qui est campagne de formation. Alors, cette campagne de formation, on l'a basée sur le résultat de la cartographie des risques, c'est-à-dire que le type de formation, le contenu est adapté au niveau de l'exposition au risque des agents. Donc, pas tous les, on vise pas à ce stade à former tous les agents, mais que les agents les plus exposés et ceux qui sont le plus exposé, 12 et plus en rouge, c'est des formations, ce qu'on appelle formation action. C'est assez interactif, c'est en petit comité, c'est en présentiel. Et le contenu est adapté à leur activité. Après, il y a des formations aussi plus en conférence, en amphi, sur la probité. Puis, on fait des formations risque probité spécifiques dans les achats. Et on va développer plutôt en 2026 risque probité dans les subventions. Voilà. J'ai oublié de vous parler du code de conduite, mais bon, le code de conduite, en gros, on l'avait commencé à préparer pendant la carto, et dès que la carto est finie, on a adapté le code de conduite à notre carto, et ça, c'est pour les agents. Et puis, on a décliné le code de conduite en sorte de guide illustré, parce que, en fait, il y a beaucoup d'agents qui n'ont pas accès à un poste. Il y a beaucoup d'agents qui sont sur le terrain,
Et donc, en fait, l'idée, c'est vraiment que eux, ils soient aussi au courant de leurs obligations déontologiques et les risques qui les concernent aussi, et qu'ils sachent qu'il existe un référendologue, qu'il existe une ligne d'alerte. Et là, en 2026, on va, fin 2025 et 2026, on va aussi faire des campagnes avec des affiches au coin café qui puissent être avec les lignes d'alerte, etc. Voilà, quelques sujets à courant venir. On continue, c'est tout ce qui est cartographie des risques, parce que la carte des risques, c'est pas juste un truc qu'on fait une fois, puis on le met dans le tiroir, ça sert à rien. C'est quelque chose qu'on commence, on actualise, et puis surtout on l'utilise pour identifier le plan d'action, identifier les actions de maîtrise à mettre en œuvre en priorité. Donc ça, c'est en cours, sachant que nous, le COPIL, ils ont décidé l'actualisation de notre carto tous les 2 ans. Après, c'est un choix. Ça peut être 3 ans, ça peut être 1 an, ça dépend je pense, des organisations. Nous, c'est tous les 2 ans. Et puis, il y a aussi tout un projet d'accompagnement de nos satellites, enfin les principaux satellites, pour nous assurer qu'eux, ils mettent en place aussi des programmes anti-corruption. Donc là, comment ça s'est fait, c'est qu'ils ont signé une feuille de route qu'on a établie avec eux ensemble, qui est adaptée à leur taille et à leur activité. 2025, c'est aussi l'évaluation de l'intégrité des tiers. C'est là où on se fait accompagner par Fleurus. Normalement, le mode projet, on le quitte en octobre et après, on devra le dérouler. Voilà, donc ça, c'est en cours. C'est un gros sujet pour nous en ce moment. Il y a aussi tout ce qui est le sujet du contrôle interne. C'est un sujet, il faut que nous, on le renforce aussi. On essaie de le faire via la cartographie des risques, le plan d'action de la cartographie des risques, en ayant une approche par les risques. C'est-à-dire que les processus qui sont les plus exposés, c'est celles-là sur lesquelles on va se pencher d'abord. C'est-à-dire que, OK, celles-là, il faut les formaliser, il faut ajouter des étapes de vérification, de contrôle. Voilà, on fait petit à petit et par les risques. Définition des politiques de gestion de conflits d'intérêts dans les achats, ça aussi c'est en cours. On a déjà au niveau du CAO, il faut que c'est tracé que les participants du CAO ils sont pas en conflit d'intérêts. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire et je pense qu'on a des choses à apprendre, notamment des régions, départements, surtout des régions qui ont l'habitude de gérer les fonds européens. Voilà. Et puis, on est en train de rédiger un code de conduite des élus, spécifique aux élus, parce que notre code de conduite, c'était que les agents, celui qui est déjà sorti. Donc, un pour les élus, et aussi un guide de relation entre les agents et élus. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu aussi suite à la carto, qu'en fait, il y avait des risques par rapport à ça, que c'était génératrice de risques. Donc, l'idée, c'est de préparer des nouveaux mandats, un guide des relations entre les agents élus pour rappeler les rôles de chacun, voilà, comment gérer les différents, etc. Voilà. Après, ça, c'est pas du tout exhaustif. Enfin, aussi, le politique cadeau, notre politique cadeau, il a évolué récemment. Il est devenu un politique sans seuil, c'est-à-dire que 0 cadeau. C'est une évolution par rapport à ce qu'on avait avant, qui était déjà techniquement sans seuil. C'est-à-dire qu'en dessous de 150 €, on pouvait accepter, mais on ne pouvait pas accepter pour soi. Il fallait, si c'était un denrée alimentaire, partir à la cuisine centrale. Si c'était un non alimentaire, c'était aux moyens généraux. L'idée, c'était que ça puisse être recalé, réutilisé par la collectivité. Mais on s'est rendu compte, encore une fois, au moment de la carto, que ça ne marchait pas parce que les denrées alimentaires, ils ne pouvaient pas être recalés, c'était trop compliqué, et donc ils étaient jetés. Donc, c'est un peu dommage. Voilà, et puis, donc le choix a été fait d'un politique zéro, ce qui a l'avantage d'être très clair. Il n'y a pas de registre de cadeaux, il n'y a pas à se dire est-ce que ce boîte de chocolat est plus de 150 €, moins, est-ce qu'elle est accumulée dans l'année, est-ce que tous les boîtes de chocolat c'est plus de 150 €, enfin c'est assez compliqué. Donc voilà, politique sans seuil. Et comment est-ce que vous avez mis en place des dispositifs pour le contrôler, ça, ou comment vous pouvez vous assurer
du fait que personne n'accepte de cadeaux? Alors, pour l'instant, c'est une évolution assez récente. Donc, pour l'instant, on se focalise sur la communication, la sensibilisation. On essaie de répondre aux questions parce qu'il y a bien sûr pas mal il y a eu des réactions par rapport à ça. La plupart du temps, les gens ils sont plutôt contents parce que ils peuvent se mettre derrière une politique cadeau et dire ah ben non, c'est pas nous, c'est notre politique. Je ne peux pas accepter parce que souvent ça crée un sentiment un peu d'inconfort et de gêne. Et donc c'est aussi rassurant et confortant pour eux de pouvoir se mettre derrière cette politique. Voilà. C'est cadeaux et invitations? Alors, ça, c'est les cadeaux, oui, mais pour les invitations, c'est pas pareil. Les invitations, il n'y a pas de plafond ou de seuil, on n'a pas défini un seuil, mais il faut que l'invitation, il faut que ça soit validé par un supérieur hiérarchique et que ça ne pose pas de problème déontologique. Voilà, donc surtout, je ne sais pas, quand c'est dans une période sensible, une période de passation de marché, etc., c'est non. Voilà. Et s'il y a des questions par rapport à ça, il y a toujours le référent déontologue et les supérieurs hiérarchiques qui peuvent répondre. Et par rapport aux cadeaux refusés, est-ce que vous avez une liste des cadeaux, vous tenez un registre quand même, des cadeaux qui auraient fait l'objet d'un refus ou pas? Alors, on avait un registre avant où on déclarait, où les gens déclaraient tous les cadeaux. On n'a pas dit on arrête le registre. Donc techniquement, on pourrait aussi ajouter oui, alors j'ai eu ce cadeau-là que j'ai refusé. Ouais. Ok, alors donc ça j'ai un peu survolé notre programme dans les étapes aussi, mais après si vous avez des questions bien sûr sur les différents aspects d'un programme, voilà, on peut en discuter. Je voulais juste faire un focus sur deux choses. La première c'est la cartographie des risques. Donc la cartographie des risques, c'est vrai que quand nous on a commencé, on ne savait pas trop par quel bout le prendre. On se posait la question, est-ce qu'on le fait par process ou est-ce qu'on le fait par direction, par activité? Finalement, le choix a été fait de le faire par direction générale. Donc, ce qui a pas mal d'avantages, on parlera de ça, mais après c'est un choix, ça peut être, on parlera de ça. Donc, c'est direction générale. Nous, on avait 13 périmètres, 12 directions générales, plus la direction de la communication. Peut-être avant ça, vous avez choisi de le faire en interne et de ne pas l'externaliser aussi. Ah oui, oui. Alors, on n'a pas... C'était un peu les deux. C'est-à-dire qu'on s'est fait accompagner par un prestataire au tout début sur tout ce qui est méthodologie et notamment tout ce qui est accompagnement lors des ateliers et sur un périmètre restreint, sur 3 DG. On avait choisi les 3 DG qu'on considérait peut-être être le plus à risque, enfin bref, par rapport aux recommandations de la fin. Et puis, on s'est débrouillé pour les restes. Voilà, ce qui nous a permis aussi de bénéficier d'un accompagnement tout en restant maître de du projet et d'internaliser les compétences. Voilà. Donc, c'était DG par DG. Le projet a été commandité par le maire, le DGS était le directeur de projet, et puis notre chef, donc le référent déontologue référent alerte, était le directeur adjoint du projet. L'avantage de faire par DG, et ça c'était une histoire de... c'était quelque chose, heureusement, qui a été voulu par notre DGS, c'est que chaque DG soit responsable de son périmètre, de réaliser la cartographie, d'être impliqué dans la réalisation de la carto et aussi de s'assurer que le plan d'action qui est adossé est mis en œuvre. Voilà. Et ça, c'était très intéressant et très utile parce que voilà, les DG, ils devaient être à tous les COTEC et les DG, ils ne pouvaient pas déléguer ça à quelqu'un d'autre, étaient responsables de présenter la carto devant le COPIL qui est composé de 4 élus et 4 collègues DG. Et sont eux, c'est les DG qui présentent où ils en sont dans le plan d'action chaque année.
Voilà, et les actualisations. Voilà, donc ça, c'est très intéressant pour nous parce que on est en mode gestion de projet. Donc, nous, conformité, on est en transversal avec plein d'autres directions, mais on n'est pas leur chef. Donc, c'est voilà, pour qu'ils puissent avoir de l'action, c'est qu'ils puissent, ça puisse bouger. Il nous faut absolument que le DG soit impliqué. Et d'ailleurs, le DGS a inclus cette action-là dans les objectifs professionnels, les objectifs de chaque DG. Voilà. Est-ce que vous avez senti une différence de comportement entre les 3 personnes qui ont été interviewées par un prestataire externe et les autres qui ont été en interne? Est-ce que c'est plus facile de parler quand on reste en interne, ou est-ce que c'est plus facile de parler quand justement vous êtes interrogé par un prestataire externe? Alors, on n'a pas senti une différence par rapport à ça, mais on a senti on a souhaité aussi se faire accompagner, notamment au début, pour convaincre de l'intérêt et de l'importance de mettre en place ce projet, parce que ça amène à une légitimité extérieure. C'est pas juste nous à la conformité qui disons oui, il faut le faire. Ça vient d'un expert en fait extérieur qui vient parler, notamment à la réunion de lancement fin 2021. Il y avait tous les membres de COPI, donc les élus, il y avait le DGS, il y avait voilà. Donc c'est aussi pour lancer le projet. Et puis c'est très intéressant d'avoir leur accompagnement au niveau des codec, notamment les premiers codec, parce que en gros, on commençait d'une feuille blanche, en fait, en Excel blanc. Il y avait les colonnes, voilà, quelle activité, quel scénario de risque, quel tiers pourrait être impliqué, les risques nets, les listes de mesures et les risques bruts. Et en fait, mais c'était une feuille blanche. Et donc, ils nous ont pas mal aidés sur la méthodologie en termes de comment faire parler aux gens de leur activité. Qu'est-ce que vous faites? En gros, qu'est-ce que vous faites? Comment vous le faites? Décrivez-nous vos étapes et de là dire, OK, dans cette étape-là, notamment là où il y a un lien avec un tiers, il y a un risque, il y a un scénario potentiel. Voilà. Et donc, ça nous a beaucoup aidé d'avoir un prestataire au tout début. Et on a bien compris la méthodologie. On a pu ensuite l'appliquer nous-mêmes sur les autres périmètres. Voilà, mais j'ai une question. En fait, votre service conformité, je l'ai peut-être déjà dit, mais s'il est rattaché à quel... Puisque vous êtes, avec le secrétaire général, vous êtes une direction à part entière. Enfin, c'est quoi votre positionnement? Alors, nous, on est une mission qui est rattachée au référent déontologue et référent alerte, qui est internalisé chez nous, qui est le DG, service à la population. Donc, qui pas rattaché au... c'est un peu curieux, on va dire, comme choix, parce que vous n'êtes pas rattaché ni au DGS, vous avez un directeur général délégué au pilotage, ça aurait peut-être, ou même aux ressources. Là, c'est vraiment sur une direction assez opérationnelle, finalement. Donc, mais c'est le produit de l'histoire, en fait. Oui, voilà, c'est historiquement comme ça, mais parce que c'est notre directeur général, notre chef, qui a été désigné référent déontologue et référent alerte en 2019. C'est lui c'est grâce à lui qu'on a tout ça, que tout ça existe, parce que c'est lui qui a identifié assez tôt, en fait, il y a tout un programme SAPAN 2 à mettre en place. Pour ça, il faut toute une cartographie des risques. Pour ça, il me faut quelqu'un. Donc, c'est grâce à lui. Donc, historiquement, on est rattaché. Alors qu'on a, oui, en effet, on a une direction. Il y a un pilotage avec tout ce qui est affaires juridiques dedans, audit organisationnel, etc. C'est dans une autre direction générale. Voilà. Alors, juste par rapport à notre méthodologie, je vous parle avec transparence de toutes nos difficultés, nos challenges. Donc, nous, on s'est organisé comme on partait des zéros, ce qu'il faut faire. Il faut partir des zéros, il ne faut pas prendre un autre carton et l'appliquer à ça, parce que ça ne marche pas. On a organisé par direction générale, Pacotec, de 3 heures.
OK, donc c'est 3 codecs de 3 heures pour 13 périmètres. Donc, en fait, c'était assez chronophage. On a pris beaucoup de temps. En même temps, on considérait qu'on devait passer par là parce que, d'abord, le premier côté, il faut expliquer aux gens qu'est-ce qu'on est en train de chercher. La plupart des gens, ils ne savaient pas ce que c'était la concussion, ils ne savaient pas trop pour les prises illégales d'intérêt jusqu'où ça allait, la prise illégale d'intérêt. Etc. Donc, il fallait expliquer tous les délits d'atteinte à la probité, il fallait expliquer la méthodologie, comment on allait faire, pourquoi, etc. Donc, il y avait pas mal de pédagogie. Ensuite, et ça, c'était le plus dur, c'est de dire, OK, alors, on fait le tour, vos activités, voilà. Donc, en fait, tout ça a pris beaucoup de temps. Et puis, on a espacé les codecs aussi pour que les gens ils puissent voilà, s'imprégner du truc et puis pouvoir dire mince, en fait, on n'a pas parlé de tel scénario, je vais le rajouter au codec numéro 2, voilà, etc. Donc, et puis aussi, ça prenait le temps de beaucoup de personnes parce qu'on n'a pas voulu le faire juste nous, entre nous et quelques directeurs. On a voulu associer au maximum d'autres personnes. Et puis, la méthodologie, c'est notamment au niveau de la cotation des risques, qui reste assez subjectif finalement. Est-ce que c'est un 4, est-ce que c'est un 6, etc. Le côté collégial. Parce que comme ça, on peut être d'accord sur un chiffre entre les gens. Parfois, il y a quelqu'un qui dit « Oh, ça c'est un 4 », et puis un autre « Ah non, 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 ça je l'ai vu, je vois ce risque-là, je pense que c'est plus… » Et puis à la fin, ils arrivent à un chiffre qui est peut-être plus vrai, parce que voilà, l'intelligence collective fait qu'on arrive au résultat. Parce que les codecs sont les codecs qui ont fait la cotation. C'est la cotation, se fait en codec, oui. Excusez-moi, oui. j'ai une question à vous poser, je ne sais pas si c'est… D'interagir. En fait, je voulais savoir, donc j'ai bien compris, il y a des codecs, et donc ce sont au sein de ces codecs, il y a des référents qui ont été identifiés. Oui, oui. C'était dans ma slide précédente, mais j'ai un peu zappé. Pardon, mais je voulais en parler. C'était les DG qui ont désigné, ils ont été demandés à désigner une personne au sein de leur DG qui puisse être notre membre d'équipe projet, qui puisse être en lien avec nous. Et donc, qui nous aide à organiser. C'est avec eux qu'on a choisi les membres c'est eux on a essayé de trouver les bonnes personnes à participer au COTEC. S'il y avait telle ou telle activité qui n'était pas représentée, je me dis est-ce que c'est possible de le faire, voilà, de trouver les bonnes personnes. Et c'est avec eux que j'ai des points réguliers sur le plan d'action. Voilà. C'est eux qui, donc, ensuite, sont en lien avec leur DG. Sinon, ça nous fait trop d'interface, en fait. Et vous n'avez fait aucun entretien individuel? C'était forcément des… C'était toujours collectif. D'accord. Ouais, c'était toujours collectif. Et certains DG, notamment des très, très grands DG, ils ont organisé des réunions entre eux aussi. Ils ont pu remonter plus du terrain des sujets qu'ils ont pu évoquer en COTEC. Ce qui m'amène au deuxième point challenge, c'est la difficile participation des opérationnels terrain. Nous, idéalement, c'est ça qu'on veut. On veut les gens qui sont en contact avec les process, en contact avec les risques et qui sont les mieux placés pour en parler. Le problème qu'on a rencontré avec ça, c'est que si on met tous ceux qui sont en contact avec des process dans un contexte DG, ça fait autour de la table 30, 40, 50 personnes. Et du coup, c'est trop. Donc on essaie de trouver la personne qui connaît tel process, plus tel process, plus tel process, qui peut en parler. Et parfois, c'était, c'est le directeur. Parce que le directeur, il voit tout. Mais il n'est pas en contact avec le terrain, ou moins. Mais il est censé connaître quand même les remontées du terrain. Donc, on a eu cette difficulté qui a été comblée par certains gros DG qui ont fait des réunions en amont entre eux, avec les opérationnels, et qui ont ramené les choses. Mais que nous, conformité, on n'a pas pu organiser parce que il y avait trop de services de direction, voilà. Mais bon, on est quand même parti
on dit, bon, la carte des risques, on va la faire. C'est un gros morceau, on va le faire, mais on va pas viser la perfection. De toute façon, il y a des actualisations qui vont se faire et au fur et à mesure des actualisations, on va ajuster. Voilà, donc on a dit, OK, on fait comme ça. Cela dit, on a quand même pu avoir pas mal d'opérationnels. Voilà. Ensuite, ah oui, l'appréciation des risques était différente. Alors ça, c'est vraiment lié aux personnalités des gens ou des directions générales, mais il y a certaines directions générales qui sont là, oui, ça c'est un risque rouge et ça aussi, ils étaient rouges partout. Et d'autres qui, au contraire, oh oui, mais c'est pas un problème, là c'est maîtrisé, là il n'y a rien. Et donc nous, dans la gestion de projet, donc c'était notamment donc notre DG, service à la population et moi, on devait essayer on a essayé de moduler ou modérer ou voilà. Et vous avez essayé d'objectiver, alors j'imagine, oui, quand même, pour pouvoir leur donner des grilles communes pour qu'ils puissent. Oui, mais il y a déjà échelles de cotation qui sont les mêmes. Hein. Il y a des échelles de cotation qui sont établies. Et donc, on revenait aux échelles de cotation à chaque fois. Alors, vous dites c'est un 4, d'accord, alors on va revenir sur l'échelle de... Donc, ça veut dire que c'est une fois tous les 50 ans. Ah oui, peut-être pas. OK, donc voilà, donc on est... voilà, il y avait cette modération. Et puis bien sûr, quand on fait une approche par DG par DG, forcément, on va revoir les mêmes risques qui sont transversaux. Les risques liés aux achats, aux subventions, je sais pas, il y a deux DG enfin, les sports et la culture, et peut-être un autre qui concernait par la billetterie. Enfin, il y a certains scénarios qui étaient un peu les mêmes, mais finalement, c'était intéressant de le faire comme ça, parce qu'on a pu voir comment ils plaçaient leurs risques spécifiques liés à leurs activités spécifiques par rapport aux risques transversaux. Aussi, on a pu identifier certains risques transversaux, par exemple dans les achats, qui n'avaient pas été identifiés avec l'atelier où il y avait la direction de la commande publique, parce qu'ils sont, c'est un même processus, mais ils ne sont pas sur le même bout du processus. Et aussi, et ça c'est très, très intéressant, les gens, ils ont pu, au moment de lister les potentielles mesures de maîtrise, ils ont pu arriver avec des idées ou des suggestions qui n'avaient pas été vues aussi avec la décision. Donc, finalement, ça crée des doublons, forcément, mais c'est quand même intéressant, on a recueilli des infos de ça. Voilà. Après, il y a des collectivités, et c'est aussi il y a un choix, et ça a des avantages. Ils disent, voilà, nous, on va se focaliser que sur les risques achats, on va mettre autour de la table que les gens achats et on fait comme ça. Mais voilà, nous on a été plus, voilà, on a voulu attraper tous les activités à peu près, sachant que bon, les actualisations. Voilà. Peut-être que vous pouvez nous dire combien vous avez identifié de risques. 350 ou comme ça. Ouais. C'est une très très grosse cartographie. Ouais. Mais justement, donc quand on a autant de directions, autant de risques identifiés, est-ce que, peut-être que ma question lesquels les mais est-ce que on peut tout balayer dans une cartographie? Alors, déjà, notre carto, c'est que la carto atteinte à la probité. On n'a pas une carto globale encore. Et on aimerait, oui, je pense que, oui, dans une approche de gestion de risque, ça implique aussi une cartographie globale dans laquelle est insérée la carto atteinte à la probité. Ouais. Voilà, c'était ma question, parce qu'effectivement, autant de risques qui balayent autant d'activités, donc ok, je comprends. Là, c'est les 350 et quelques dont je parle, c'est que atteinte à la probité, mais sachant qu'il y a pas mal de scénarios qui sont les mêmes. Mais on n'a pas voulu les séparer, les sortir des DG, parce que les DG, ils sont responsables de leur carton. Et donc, ils sont responsables aussi des risques
achat. Et donc, ils vont être plus à demander aux gens qui sont exposés dans leur périmètre, à aller suivre la formation achat, à s'assurer que la DCP, la commande publique, a bien formalisé ou bien ajouté les mesures de maîtrise qui ont été identifiées. Donc, c'est aussi ça. Donc, en effet, il y a quelques doublons comme ça, les croisements, mais on les garde comme ça exprès. Après, nous, on accompagne d'autres collectivités sur le travail de cartographie des risques ou d'autres entités. Et en général, nous, on est à entre 30 et 40 risques identifiés parce qu'on les regroupe, justement, parce qu'il y a un pilotage central, effectivement. Et donc, tous les risques achats, voilà, tous les risques passation, tous les risques exécution, on va avoir une approche par processus plutôt que par direction. Donc, bon, voilà. Et quand on regarde les recommandations de l'AFA qui font, par exemple, on y reviendra, mais dans les guides sur les régions, etc., il y a finalement des cartographies un peu type ou socle qui recensent seulement une quinzaine ou une vingtaine de risques. Après, oui, c'est vrai que nous, notre spécificité par rapport au secteur privé, c'est que dans une collectivité, il y a une quantité de métiers incroyable, énorme. Et donc, il y a une quantité de différents types d'activités et en lien avec des tiers. Avec une variété de tiers, on a vu dans notre catégorisation, incroyable. Donc, en fait, je pense que naturellement, une collectivité va avoir plus de scénarios de risque qu'une entreprise. Ah, ça, c'est sûr. Voilà. Donc, ça, c'est pour la carto. J'ai peut-être justement oublié des choses, mais bon. On passe aux deuxième chose. Petit focus sur la détection de conflits d'intérêts. Alors, c'est un outil qu'on a mis en place suite à la demande d'élus, parce que les élus se plaignaient qu'ils avaient énormément de projets de délibération qu'ils n'avaient pas le temps de lire. Ils arrivaient en conseil et que parfois, ces délibérations, ils sont votés en bloc comme ça, hop, oui, qui pour, contre, et puis ils avaient peur de se retrouver en situation de prise illégale d'intérêt. Parce qu'en fait, dans une de ces délibérations qu'ils n'avaient pas lues, il y avait un de leurs intérêts. Parce que forcément, s'ils n'ont pas rapporteur, ils vont moins bien connaître les délibérations. Donc, ils ont demandé qu'est-ce que la commission d'ontologie peut faire pour les aider, qu'est-ce que l'administration peut faire pour les aider. Et c'est qu'au niveau de la commission d'ontologie, on disposait de toutes les déclarations d'intérêt des élus qui incluent les intérêts privés. Mais à part donner des conseils aux élus sur la délégation et attention au conflit d'intérêts par rapport à la délégation, on ne pouvait pas trop les aider pour exploiter ces données, en fait, exploiter ces informations pour les aider. Et donc, l'idée était de travailler en interne avec notre direction numérique pour créer un outil qui permet de croiser les mots-clés renseignés dans les déclarations d'intérêts élus avec les projets de délibération. Et donc, dès qu'il y a une correspondance, il y a potentiellement un conflit. Alors, ce n'est pas forcément un conflit parce que peut-être que le lien est trop distendu, peut-être que le mot-clé, il est dans un annexe, ce n'est pas en lien, voilà, c'est pas, le lien d'intérêt n'est pas assez fort, etc., c'est trop indirect. Donc, on a développé cet outil qui nous permet déjà d'avoir ces petits drapeaux rouges, en fait. Et nous, au niveau du secrétariat, on va regarder est-ce que ce n'est pas un faux positif? Parce que peut-être que l'élu, il a des actions chez Carrefour ou Orange, et que la délégation parle d'un Carrefour en vrai ou d'un poteau Orange. Voilà. Donc, on élimine les faux positifs et aussi on élimine là où il y a c'est des correspondances. C'est vrai que c'est le bon mot, mais en fait, c'est le lien, il est trop, c'est trop indirect. Et dès qu'on arrive à on va dire, un certain nombre de correspondances qu'on considère pourraient être des vrais conflits, on les soumet à la commission de déontologie des élus qui dit oui, non. Hein. Et ensuite, les élus, ils reçoivent un mail. Et dans le mail, l'élu, il peut cliquer sur un bouton « Je me déporte » ou « J'ignore ». Donc, la décision est à l'élu de le faire. Ce n'est pas nous qui allons déporter l'élu. C'est une question aussi de responsabiliser aussi l'élu. C'est à lui ou elle de le faire. Et on leur dit, attention aussi, il y a des limites à
à cet outil parce qu'il ne va détecter que les mots-clés qui sont renseignés dans les déclarations d'intérêt. Et c'est les déclarations d'intérêt de la HATVP. On ne va pas demander le nom de l'oncle de la personne, ou du nièce, ou même des enfants. Donc, sans parler des amis. donc, c'est quand même à l'élu de rester vigilant. Et on n'arrête pas de le répéter. C'est dans le mail qu'ils reçoivent. Attention, attention. Mais ça aide quand même à détecter au moins les intérêts qui sont dans leur... Et bien, cette question déport ou refus, enfin, je ne sais plus comment c'est avant le conseil, c'est ça? Oui, alors c'est non pendant. seulement c'est avant le conseil, on essaie de faire avant la première commission. Mmh. Parce que les Oui. élus, ils peuvent aussi participer aux commissions. C'est pas parfait parce que même avant une commission, il peut y avoir des travaux préparatoires. Mmh. Mais alors là, on n'a pas, en termes de timing, on peut pas, on n'a pas les projets de délibération à temps pour faire ça. Donc, on fait notre mieux. Mais l'idée, c'est de pouvoir l'élargir à d'autres activités. Pourquoi pas, je ne sais pas, des demandes d'autorisation, d'occupation de domaine public ou même par la direction des affaires juridiques pour tout ce qui est organisation du conseil par rapport aux intérêts publics, les représentations dans des SEM, etc. Eux, pour l'instant, eux, ils s'occupent du côté déjà représentation officielle. Et nous, on s'occupe que des intérêts privés. Mmh. Et vous tenez un registre des déports? Oui, il y a un registre déport qui est publié sur Open Data Toulouse. Voilà. Et vous savez le taux à peu près de rejet par rapport aux propositions de départ ou... Des rejets, le taux de rejet, non, mais j'ai quelques chiffres par rapport au nombre de déports. Là, donc ça c'est que sur 4 conseils, 35 déports. Il y a environ 155 délibérations par conseil dont 25 font l'objet de, voilà, il y a des correspondances à analyser et qui 9 concernent, ça c'est en moyenne, hein, 9 concernent vraiment un mail qui est envoyé à l'élu. Et ça c'est quelque chose qu'on doit travailler encore plus et on va travailler surtout en début de mandat par rapport à la formation, la sensibilisation des élus qui soient au courant, qui savent de que nous on n'envoie qu'un mail. On ne peut pas être derrière à appeler, oui, vous n'avez pas cliqué sur le bouton parce qu'on ne peut pas. On n'a pas la capacité de faire ça. Et aussi, ça revient à cette question de responsabilisation. Si l'élu dit, oui, j'ai reçu un mail, mais bon, je serai rappelé, bon, ça tombe sur nous. Et cette solution a été développée en interne ou c'est un outil que vous avez acheté? C'est en interne. On cherchait un petit peu qu'est-ce qui pourrait exister pour nous aider. Voilà, on n'a pas trouvé. Et donc, on a contacté en interne. On s'est dit, peut-être qu'il y a juste entre guillemets, un outil qui croise les données. Après, ils ont pas mal travaillé, mais... Et qui envoie le mail, c'est généré automatiquement ou c'est manuel? Alors, c'est nous qui disons, OK, voici la liste finale des élus concernés par un vrai conflit, qu'on pense qu'ils sont un vrai conflit, que la commission a vu, et on clique sur un bouton, OK, envoyer un mail. Et là, après, ils reçoivent automatiquement un mail qui précise, il n'y aura pas de rappel. Voilà. Et qui précise aussi, ça ne concerne que les intérêts que vous avez déclarés, si vous avez d'autres intérêts. Exactement, et on rappelle ce côté, attention. Ouais. Et ça a été mis en place quand, vous disiez? C'était développé en 2023 et avec pas mal de sessions de test où on arrivait jusqu'au bout, presque au bout. On ne cliquait pas sur le bouton pour les élus, mais on arrivait à voir le fonctionnement de l'outil. Ça, c'est en 2023 et c'est commencé en 2024. Ça a été en début d'année 2024, premier conseil. Voilà. Et puis, bien sûr, on a organisé des réunions d'information pour les élus, pour leur expliquer l'outil, pour expliquer on a profité pour parler de la cartographie des risques élus, parce que c'est aussi un autre. J'ai oublié de le dire, mais on a fait la cartographie des risques spécifiques élus et un dispositif, un applicatif lobbying où ils renseignent leurs rencontres avec des lobbyistes et que c'est publié en open data. Voilà. Et concrètement, vous avez beaucoup de cas comme ça qui se sont présentés de situations
des élus devaient se déporter ou c'est quelque chose qui est assez. Ouais, c'est environ en moyenne 9 élus qui vont recevoir des mails. Et puis, 9 par session de délibération? Oui, en moyenne, ouais. Ouais, alors certains, il y en a. Vous avez combien d'élus? Non, vous avez combien d'élus? C'est pas. Enfin, Alors, 65, je pense, à la mairie, et puis à la métropole, 133, je pense. Je sais pas que je ne me trompe pas. C'est à peu près ça. Voilà. Mais on travaille toujours aussi avec les lieux, on est toujours en train de faire des ajustements pour réduire le nombre de faux positifs et voilà, minimiser notre temps, le temps qu'on passe en analyse. Et ça a été bien accepté globalement, ça par les élus? En fait, les élus, ils sont contents d'avoir un outil d'aide. Ça les protège aussi. Voilà, et même on leur a dit, nous on se base sur le formulaire HATVP, mais il y a à la fin du formulaire HATVP, il y a une petite section où on peut ajouter des commentaires, ajouter des nouvelles choses. Donc on leur dit, s'il y a d'autres intérêts, par exemple vos clients, votre, je sais pas, vos partenaires ou d'autres choses qui rentrent pas dans le rubrique en haut, vous pouvez les ajouter en mots-clés et l'outil le détectera. Donc ça a été présenté vraiment comme une aide pour eux. Donc ils sont pas, ils l'acceptent bien, oui. Merci beaucoup, Alexandra, pour cet exposé. On y reviendra peut-être s'il y a des questions à la fin. Moi, je vais reprendre rapidement la parole pour peut-être élargir un peu le sujet sur l'état des lieux par rapport aux collectivités qui se sont lancées comme vous ou les personnes publiques qui ont déployé des dispositifs de prévention de la corruption. On avait eu des statistiques sur la base d'un questionnaire qui date un peu, mais qui date d'avril 2022. Des questionnaires qui avaient été envoyés par l'AFA auprès de collectivités, donc c'est aussi sur la base du volontariat pour les réponses, mais on voit qu'il y a quand même une maturité qui est quand même assez lente au niveau des collectivités, plus importante dans les régions, les départements, qui ont commencé déjà, c'est normal parce qu'ils ont plus de moyens à se lancer dans ce genre de dispositif. Ça date, on sent que depuis 1 ou 2 ans, il y a quand même une vraie prise de conscience et une vraie volonté de s'y mettre, parce que je pense que les chambres régionales des comptes, l'AFA aussi est venue dans beaucoup d'entités, ce qui fait que les entités se parlent et donc sont invitées à s'y mettre. Donc c'est des chiffres qui datent un peu, mais qui montrent l'hétérogénéité ou on va dire le manque de maturité des personnes publiques sur le sujet. Et puis peut-être pour revenir sur les sujets de bonnes pratiques pour développer un programme de conformité et mettre en place un dispositif de compliance. Je vais reprendre des choses que vous avez déjà dites, mais l'idée c'est pas de compliance surgelée, c'est-à-dire pas de transfert forcément de ce qui se fait dans le privé, qui était un peu plus en avance dans le monde des collectivités pour prendre en compte les spécificités des entités. Aussi, ne pas sous-estimer la culture de la probité qui existe déjà dans la sphère publique et qui s'incarne par des règles type commande publique, déontologie des fonctionnaires, séparation de l'ordonnateur et du comptable, règles de comptabilité publique, qui sont déjà des règles qui préexistaient et qui constituent un socle que n'avaient pas, par exemple, les personnes privées. Vous avez des entreprises qu'on accompagne qui n'ont pas de procédure achat du tout. Alors que vous êtes soumis au code de la commande publique, donc il y a déjà cette culture. Et si ces règles ont été mises en place, les règles de la commande publique, les règles de la déontologie publique, c'était justement pour prévenir ces risques d'atteinte à la probité. On a des obligations de déport pour les fonctionnaires, etc. On a des règles sur les conflits d'intérêts pour les personnes publiques, enfin pour les élus. Donc, il ne faut pas sous-estimer cette culture qui préexiste et il faut essayer de l'articuler justement avec ces nouvelles exigences de la loi Sapin qui traite un peu tous azimuts le secteur public et le secteur privé. Et puis, donc, voilà, une des bonnes recommandations, c'est vraiment de former ces outils, de développer des outils à partir de l'existant.
Donc peut-être pour résumer, je rebondirai sur certaines choses que vous avez dites. Nous, ce qu'on voit dans les différentes personnes publiques qu'on accompagne, que ce soit sur des stades ponctuels, la rédaction d'un code de conduite, la cartographie des risques, l'évaluation des tiers, je peux vous dire que les chances de succès, elles sont multipliées d'abord s'il y a un vrai engagement de l'instance dirigeante. Donc pour vous, c'est les élus et la direction générale, parce que juste une personne qui se charge de ce sujet, qui prend en charge ce sujet sans soutien de l'instance dirigeante, ça ne fonctionne pas. Parce que, et c'est le deuxième point, en règle générale, quand il y a une vraie volonté, il y a les moyens qui vont avec, parce que c'est des moyens humains et des moyens financiers également. On l'a vu, hein, c'est chronophage. Ça nécessite de développer des outils ad hoc qui n'existent pas forcément sur le marché. Voilà, ça nécessite l'implication de tous. Et donc ces deux points-là du pilotage, ils sont particulièrement importants et c'est vraiment l'étape préalable du déploiement d'un dispositif de conformité réussi. Et dans l'instance de pilotage, il y a aussi je pense, un point important qui est la désignation de quelqu'un en charge de ce sujet, que ce soit son métier principal comme vous, et ça c'est l'idéal, ou alors, mais qu'il n'ait pas ça juste en plus, une charge de travail en plus, et voilà, on va lui donner la casquette de compliance officer, c'est le directeur juridique, mais voilà, il va faire ça en plus de son travail en tout cas. La clarification des rôles dès le départ avec un vrai engagement de l'instance dirigeante, c'est très important et la création d'une instance de pilotage. Dans les recommandations, dans les bonnes recommandations, et vous l'avez dit, et je pense que c'est bien que vous l'ayez dit en retour d'expérience, c'est commencer par la cartographie des risques. Souvent, comme c'est un énorme morceau, on constate qu'il y a pas mal d'entités qui se disent bah, c'est plus facile de faire un code de conduite, c'est plus facile de faire des formations que de se lancer dans la cartographie des risques. C'est dommage. Parce que commencer par la cartographie des risques, ça permet de bien identifier ces risques et donc d'avoir un code de conduite qui va être plus pertinent. Ça va permettre de faire des formations qui sont plus ciblées, plus adaptées. Donc, l'idéal, c'est quand même de commencer par le travail de cartographie des risques. D'autant plus que s'il est bien fait, s'il associe, comme vous l'avez fait, beaucoup de monde, c'est aussi un outil de pédagogie. Donc, ça commence à remplir le pilier formation et aussi définition du code de conduite. Et puis, bon, ça c'est comme dans tout pilotage de projet, c'est définir un plan de déploiement, même de long terme, ce que vous disiez avec votre feuille Excel, c'est la première chose que vous avez faite. Et c'est vrai qu'on se rend compte que le risque, c'est voilà, d'y aller un petit peu par petites touches, chacun dans son coin, etc. Donc ça rejoint l'idée de l'instance de pilotage. Et puis dans les don'ts, on va dire, dans les mauvaises idées ou dans les mauvaises pratiques, et ça rejoint en fait l'idée du plan de déploiement. Je pense que un des risques qui est un peu paralysant, c'est de se dire on veut tout faire tout de suite et on veut tout faire parfaitement. Et vous avez bien expliqué sur la cartographie des risques, voilà, commencer par des piliers, par certains processus, parce qu'on n'a pas le temps de tout faire, parce que c'est trop ambitieux. Ça peut être une idée. Voilà, il faut se dire bon bah voilà, les conflits d'intérêts, on va les traiter que dans des élus dans un premier temps et que avec leur déclaration HATVP et tant pis si on couvre pas tout, c'est pas grave. Donc la compliance, la conformité, c'est vraiment un processus itératif. Et tout ce qui est fait n'est plus à faire et on revient pas en arrière en général. Donc il faut la politique des petits pas. C'est vraiment, ça s'applique à la compliance. Il ne faut pas avoir honte de faire qu'un petit peu. Nous, ce qu'on se rend compte dans les entités qu'on accompagne depuis longtemps, c'est, voilà, au début, bah, vous disiez sur les cadeaux, on va avoir une politique peut-être un peu plus laxiste, entre guillemets, mais qui va commencer à cranter un seuil, une histoire de seuil, etc. Et ça va commencer à infuser. Et puis après, on va faire un registre. Et puis après, on va baisser le seuil. Et puis, voilà. Et les gens vont être de plus en plus à l'aise.
parce qu'ils vont être acclimatés, acculturés. Il faut voir que la loi Sapin, c'est vraiment une loi d'évolution des cultures, des mentalités. Donc, ça peut pas être du jour au lendemain et ça peut pas être parfait tout de suite. Ça peut pas être, on peut pas embarquer tout le monde. On peut, voilà, il faut être assez modeste et assez humble quand on fait ça. Dans les mauvaises pratiques ou dans les bonnes pratiques, ça dépend comment on le formule, mais ne pas documenter ce qui est fait. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, que vous faites déjà, et on garde pas forcément la trace. Ouais, Et il faut garder la trace. ça, vraiment, l'AFA n'aime pas du tout. C'est-à-dire que vraiment, ce qui n'est pas écrit, tracé, n'existe pas. Ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu. Oui. Pour les feuilles d'émargement, qui a été là, qui était vraiment là à cette période. Et ça, c'est très frustrant hein, quand on rencontre l'AFA et qu'on dit mais si, il y a eu des formations. Ah, mais comment Ah, mais la méthodologie, mais si, on avait une grille. Elle est où Voilà, donc l'écothèque, qui était là, qui a participé voilà, la traçabilité est hyper importante, donc ça, il faut vraiment le garder en tête. Dans les mauvaises idées, vous l'avez dit aussi, hein, dupliquer les documents existants, prendre une carto, se dire bon bah voilà, maintenant je mets le nom de ma collectivité et c'est bon, tac, j'ai tamponné. Négliger l'existant, c'est-à-dire ne pas considérer que certaines choses qui existent depuis longtemps dans l'entité ne comptent pas, alors qu'en fait elles peuvent tout à fait être valorisées. Et ça, c'est vraiment très important. On le voit là sur le travail d'évaluation des tiers qu'on est en train de mener avec vous. Par exemple, l'évaluation des tiers, elle existe dans le cadre de la commande publique. On sollicite déjà beaucoup de documents auprès de nos tiers, on les évalue. Donc tout ça existe, c'est pas la peine de réinventer ou de remettre des process sur des process existants. Il faut juste les documenter pour qu'ils soient dans la case qu'on va présenter à la fin. Et ça permet aussi de montrer qu'il y a certains contrats ou certaines relations contractuelles qui sont par contre dépourvues de tout lien d'évaluation des tiers. Et puis, dans les mauvaises pratiques, il y a l'absence de communication aussi. Vous l'avez dit, c'est difficile parfois de toucher les gens. Et donc, il n'est pas suffisant de mettre en place des règles. Il faut aussi les faire connaître. Beaucoup de gens mettent en place un dispositif d'alerte, mais en fait, il ne vit pas, il n'est pas connu. Et donc, oui, c'est facile de mettre en place une ligne d'alerte. Si personne ne la connaît, personne ne l'utilise, c'est un petit peu dommage. Voilà. Et puis, dans les outils, je vous ai mis on vous enverra la présentation, quelques liens vers des documents, l'Observatoire de l'éthique publique qui a fait un guide pratique, l'AFA, un guide pour les régions, un guide pour les collectivités d'échelon intercommunal, et puis il y a les recommandations de l'AFA, vous l'avez dit aussi, qu'on peut trouver en ligne. Voilà, alors on avait 2 questions, puis moi j'avais aussi une question. Alors, la ville a-t-elle reçu le moindre soutien du type subvention, financement public ou support documentaire, par exemple par la région, pour l'aider à mettre en place ce programme? Non, on n'a pas eu ça. Et je ne sais pas si ça existe. Ah non, je vous confirme. Ça m'intéresserait. Non, il n'y a pas eu de. Alors, en matière de subvention, c'est vrai qu'en matière de support documentaire, il y a ces documents, par exemple. L'Agence française anticorruption, elle a un département conseil. Oui. Qui est censé pouvoir répondre à des questions. Je ne sais pas si vous l'avez déjà sollicité. Je leur ai posé des questions, mais j'ai pas fait. Oui, j'ai déjà sollicité au tout début quand je suis arrivée avec des questions, mais on n'a pas choisi de faire l'accompagnement parce qu'il y a un accompagnement officiel qui s'organise, officiel de l'AFA où vous aide. Cela, on n'a pas fait. On a voulu faire notre sur la base de leurs recommandations. Et j'étais à l'époque, j'ai pas mal essayé de trouver d'autres collectivités où ils en étaient. Alors, il y en a des collectivités très en avance sur tout ce qui est audit interne, gestion des risques, qui m'ont pu aider. D'autres qui avaient même déjà fait une carto, atteinte à la probité. Donc, en fait, il y a plusieurs collectivités qui étaient en avance, qui ont pu m'aider aussi, me donner des infos, et je suis très contente qu'ils ont pu échanger avec nous. Mais non, il n'y a pas d'aide à ma connaissance, mais oui, ressources documentaires, oui, et puis d'autres collectivités. Ce qui est important, c'est effectivement le partage d'infos. Oui.
Oui, oui. Et là, hier, vous étiez justement au Forum des collectivités Oui. engagées de transparence, c'est ça? Oui, alors il y a le Forum des collectivités engagées. Alors ça, c'est un forum qui est organisé par Transparency International et qui regroupe alors, les membres, c'est des collectivités. En fait, c'est pas, on ne devient pas membre en adhérant personnellement. Mais dans les collectivités, doit choisir de le faire. Et après, il y a des réunions qui sont organisées régulièrement autour de sujets conformité. On peut rencontrer d'autres collectivités, échanger avec nos homologues. C'est super intéressant parce que on se sent parfois un peu seul. Voilà, donc si on peut parler entre nous en collectivité, ça nous aide beaucoup. Et puis après, une autre chose qui m'avait aidé, c'est une organisation professionnelle. Là, pour le coup, on a un peu adhéré personnellement. Ça s'appelle la SIAT. C'est la conférence des inspecteurs auditeurs territoriaux. Donc, c'est plutôt audit, inspection, mais alors beaucoup de ces gens-là font aussi ça part de et puis ça, oui, ça, c'est des sujets en lien. Donc, et là, j'ai pu bénéficier beaucoup de leurs travaux parce que eux, ils font régulièrement des benchmarks. Il y a une réunion annuelle. Voilà. On a une autre question. Si cela n'est pas confidentiel, quel a été le budget alloué au global pour mettre en place le programme de conformité? Budget global, mince. Alors, il y a le coût de moi, mon coût à moi, et puis il y a la deuxième personne qui est à temps plein. Et puis, Donc, c'est 2 ETP. je ne me souviens plus trop pour la carto, combien c'était, mince. Je ne sais plus. Les mémoires des chiffres, c'était en 2021. Vous pouvez peut-être m'écrire en direct et puis Donc, il y a le budget retrouver carton, mais c'est vrai qu'on voit aussi tous les logiciels ou les outils que vous avez pu développer, comme on a parlé tout à l'heure sur l'outil de gestion des conflits d'intérêts en interne. Et puis, on voit qu'il y a des ressources même humaines au-delà de vous, puisque, par exemple, les 0,5 par jour, là, enfin, par ETP, oui, c'est la personne qui gère la médiation communale, qui fait partie même de notre équipe, mais elle fait la médiation communale, mais elle nous aide sur son temps. C'est prévu qu'elle nous aide quand elle a le temps sur la conformité. Et nous, on prend tout ce qu'on peut avoir comme aide parce que c'est énormément de travail. Et quand on a la chance, on a des stagiaires aussi. 6 mois, voilà, on essaie d'avoir des stagiaires, des crédits stagiaires. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a tout le temps des personnes qui travaillent, qui sont nos relais dans les directions générales, pour tout ce qui est COTEC, l'organisation de COTEC, par rapport au plan d'action. Donc, il y a ça aussi. Donc, en termes de budget, c'est quand même du temps humain essentiellement et quelques contrats d'accompagnement, d'AMO un peu sur la carto et l'évaluation des tiers. Oui, et puis sur la formation des élus aussi, on a voulu, c'est pas quelque chose qu'on a internalisé parce que on avait besoin on a voulu un avocat pour parler aux élus, que ce soit pas l'administration qui dit aux élus attention au risque. Voilà, donc ça on a fait aussi avec un externe. Et la carte des risques élus, on a eu une personne externe aussi. Comme il y a ce volet pédagogie assez important pour les quelques groupes de travail qu'on a fait avec les élus. Et puis maintenant, on se pose la question, voilà, par rapport aux tiers, est-ce qu'il y a cet outil de due diligence? Est-ce qu'on part sur un outil de due diligence parce que c'est quand même assez cher? Voilà, donc... Pardon, parce que vous, en fait, vous avez été accompagné au début pour l'élaboration de cette cartographie et vous l'avez internalisée, c'est ça? Oui, on a eu, oui. Et qu'est-ce que vous préconisez, en fait? L'accompagnement est important quand même, l'accompagnement externe, en tout cas pour la mise en compte. Oui, alors ça, je veux parler que de nous, de notre expérience. Pour nous, ça nous a été utile d'être accompagnés, notamment, alors moins sur la méthodologie classique de gestion de risque, parce que de carto des risques, parce que on le voit, le risque brut, mesure de maîtrise, risque net, bon, ça c'est classique, mais c'était surtout l'animation des ateliers, comment faire parler les gens de leur activité et de là sortir des scénarios possibles. Voilà. Ça, on ne l'avait pas en interne. Enfin, je pense qu'on aurait pu y arriver, mais peut-être en plus de temps, un peu plus
de façon plus gauche, enfin, je sais pas, moins efficace peut-être. Voilà. Moi, ce que je me dis, en fait, quand on fait en interne, nous, on a une cartographie des risques qui doit être mise à jour. Qui doit être mise à jour. Et la question, c'est de se dire, est-ce qu'on passe pas à côté, quand on internalise, est-ce qu'on passe pas à côté, finalement, de quelque chose d'extrêmement important qu'on aurait minimisé, qu'on n'aurait pas, parce que finalement, voilà, en interne, on a tous la tête dans le guidon, on n'a peut-être pas assez de recul, et vous l'aviez souligné, il y a effectivement quelqu'un qui va dire, oh là là, risque 4, et qui va dire, ah ben non, risque 5, risque 3, donc voilà, c'est ce qui me préoccupe. Je me dis, est-ce que finalement, un regard externe qui a le recul nécessaire pour pouvoir nous accompagner, en tout cas, dans notre cas, dans la mise à jour. Oui, alors ça, c'était une difficulté pour nous, parce qu'à l'époque, il y avait très peu de collectivités qui avaient fait une carte des risques spécifiques atteinte à la probité. Donc, on cherchait un peu ça. On cherchait quelqu'un, prestataire, qui avait déjà l'expérience de notre collectivité, qui connaissait déjà les métiers spécifiques et les risques spécifiques. Parce que les risques un peu plus connus qu'on voit dans les recommandations de la FAB, on le voit, et on n'avait pas. C'était ça la difficulté d'avoir un prestataire qui avait eu cette expérience pour pouvoir nous dire vous oubliez celui-là, mais en fait, je pense que vous ne connaissiez pas. On le connaissait, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je pense que on revient sur le sujet de perfection. On peut, je pense, on démarre, on commence, c'est pas parfait. Il y aura forcément des trucs qu'on n'a pas vus, mais comme c'est itératif, on le verra au fur et à mesure. Voilà, ça va au fur et à mesure qu'on monte en compétence, qu'on comprend les choses. Nous, on a un avantage aussi d'avoir la ligne d'alerte internalisée. Il y a des débats sur externe, interne, mais nous, on intègre ça, les alertes qu'on reçoit, on les intègre, on dit OK, alors c'est là, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut modifier les process, tout ça, pour que ça arrive pas à nouveau, que ça puisse être maîtrisé. Voilà. Donc, au fur et à mesure. Généralement, la cartographie des risques, c'est vrai qu'il y a aussi dans la mise à jour l'obligation de mettre à jour dès lors qu'on a eu un signalement, une alerte. Mais bon, c'est un peu trop tard. Donc, c'est vrai que c'est frustrant. Donc, soit votre carto, elle est pertinente parce que l'alerte, elle était un des exemples de risques qui avait été listé dans la carto. Et bon, ça va juste accroître un peu l'impact du risque. Soit, ça va montrer qu'il y avait un trou dans la raquette, effectivement. Mais bon, c'est évidemment pas ce qu'on souhaite. Peut-être avant peut-être dernière question, ou si vous avez d'autres questions, mais c'est vrai qu'il est déjà 10h15. Peut-être racontez-nous, parce que vous n'en avez pas parlé, votre expérience du contrôle de la FA, parce que ça peut intéresser. La FA est arrivée en 2022. Donc, on était en plein dans notre carte des risques. Et j'avoue, j'étais un peu frustrée parce que je dis non, mais non, on a notre feuille de route, on sait ce qu'on veut faire et tout ça. Et j'aurais aimé que la FA arrive après et comme ça qu'on puisse bénéficier de leur retour. En fait, parce que finalement, le contrôle FA, c'est un audit gratuit, en fait, et qui est super intéressant. Mais bref, ils sont arrivés, on était en plein. Version très positive. Alors, on ne le vit pas comme ça quand ils nous parce qu'on était notifié en juin et qu'il fallait produire tout pour septembre. Bref, c'était l'été, en fait. C'est toujours comme ça. Donc, on était... C'est soit juin, soit décembre. Voilà. Et, mais donc, voilà. Donc, quand on l'a, c'est compliqué. Mais après, je me rends compte qu'en fait, ça a été super utile. Et je suis contente qu'il soit passé parce que ça nous a aidé à légitimer notre action. Et aussi, ils nous ont donné quand même pas mal ils ont bien regardé les choses, ils ont bien donné du feedback sur ce qu'on a mis en place. Ce qui est super, c'est plein de conseils, des recommandations. Après, il faut les mettre en place, mais c'était pertinent. Il y a une question qui dit combien de temps a duré ce contrôle AFA. Et moi, je pense que, ce que vous n'avez pas dit, c'est que
ils ont fait le contrôle quand ils avaient changé de doctrine de contrôle avec les deux phases, c'est-à-dire ils viennent dans un premier temps voir si c'est déjà convaincant et du coup potentiellement on passe pas en seconde phase. Et vous êtes les premiers que je rencontre qui sont pas passés en seconde phase parce que ce que vous avez donné était suffisamment convaincant pour ne pas aller dans une phase de contrôle approfondi. Ben, j'espère que c'est ça, hein, parce qu'il y avait aussi, il faut savoir que ils nous ont contrôlés, mais on prévoyait une restructuration, une grosse restructuration. Donc, officiellement, je pense que, peut-être qu'il y avait aussi ça, j'espère, mais ils disaient, bon, vous restructurez là, de toute façon, il fallait tout réadapter, la carte des risques. Je ne vous souhaite pas de faire ça parce que c'est un travail, bref, adapter les cartes des risques à la nouvelle structure, etc. Donc, pour répondre à la question, ils ont été notifiés en juin 2022 et on a eu le rapport définitif en septembre 2023. Sachant que nous, on n'est pas passé en phase 2. C'est très long. Je pense qu'ils ont vu aussi que on avait déjà, on avait planifié toutes ces choses. Avec frustration, on disait oui, on n'a pas ça encore, mais ça va arriver. On fait la carte d'abord. Mais oui, ça s'est bien passé. En fait, c'est juste, voilà, il faut produire plein de documents que nous, on n'a pas, qu'il faut solliciter les gens en plein été. Ça, c'était assez stressant. Mais ça nous aide aussi à dire attention, la FA va revenir. Pour que ça reste sur la table, que ça ne soit pas oublié, parce que sinon, nous, on est un peu... ça passe beaucoup par la communication, mais il faut qu'on évite d'être les empêcheurs de tourner en rond. Il faut qu'on évite ça, qu'il y ait une utilité à ce qu'on fait. Et ça passe pas mal par la communication, convaincre les gens, faire adhérer les gens, ça c'est super important. Et puis, ça nous aide aussi de dire, attention, la FA va revenir. Bon, merci beaucoup, Alexandra. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. J'ai juste une dernière question, en fait, parce que je suis en fait une formation en BU en fait compliance, et c'est vrai que avec du coup les camarades, on se pose souvent la question du degré de précision en fait dans la cartographie des risques, et c'est souvent une question qui revient. Et on a parlé tout à l'heure, quelquefois c'est 20 risques, 300 risques, on ne sait jamais vraiment. Et j'aurais bien aimé avoir un exemple en fait de risque que vous aviez identifié, concret en fait, qui était dans votre cartographie des risques, pour voir un peu le niveau de précision de... Ok, alors un risque, par exemple, c'est un risque typique qu'on trouve partout, c'est un élu ou un agent participe à la décision d'attribution des subventions alors qu'il a un intérêt dans la subvention, dans l'association. Ça, c'est un risque. On peut dire, dans le même scénario, on peut dire l'élu ou l'agent, il a un intérêt à cette association ou en contrepartie d'un avantage. Donc là, on parle de prise illégale d'intérêt et de corruption dans un même scénario. Ou alors, on peut dire, ah ben non, maintenant, on les sépare puisque les risques, en contrepartie d'avantage, c'est moins probable, ou ça peut arriver moins souvent que prise illégale d'intérêt, parce que le prise illégale d'intérêt, c'est pas évident. On peut tomber dans le délit sans se rendre compte. La corruption, c'est quand même, il faut savoir ce qu'on fait. Voilà. Donc ça, c'est un exemple d'un groupement qui pourrait être séparé. Et vous, par exemple, ce risque-là, vous l'avez en sport, en culture, voilà. Et c'est ça qui fait qu'ils ont 350. Voilà. Parce que comme ils l'ont par direction, chaque direction qui fait des subventions a ce risque-là. Sachant que chez nous, et ça pour les subventions, c'est particulièrement vrai, c'est pas un seul processus. Il y a un process un peu de pré-instruction qui est le même, mais après, le processus d'instruction, il y a autant de processus d'instruction qu'il y a de direction. Voilà. Donc ça, c'est tout un travail pour nous aussi à faire, d'essayer d'harmoniser tout ça. Mais donc, ça justifie aussi que ce risque-là est séparé dans les différentes cartos. C'est pas le même process. On a encore une question, la dernière. Communiquez-vous vers l'extérieur sur vos initiatives conformité et si oui, quel intérêt y voyez-vous? Alors, vers l'extérieur, non. J'aimerais, parce qu'on fait quand même beaucoup de choses, et j'aimerais bien pouvoir le valoriser. Mais c'est là où je vois un peu la différence avec le privé.
si j'ai bien compris, la communication externe des collectivités, ça va peut-être plus concerner les élus ou les activités par rapport aux élus, les engagements qui ont pris les élus, et pas autant par rapport aux agents en interne. Je ne sais pas si c'est pareil pour les autres collectivités. Ça m'intéresserait de connaître. Oui, c'est vrai pour les qu'en autres. général, la pratique de communication, c'est l'apanage un peu des élus. Oui, voilà. Donc moi, j'aimerais développer plus la communication externe dans le site. Parce qu'on a quand même fait beaucoup de choses pour les élus et les élus ont fait beaucoup de choses, ils se sont engagés. Et donc ce côté-là, ouais. Et pour tout ce qui se fait en interne avec les agents, ben, on concentre nos efforts pour communiquer en interne. Voilà. Mais sur les politiques cadeaux, ça a du sens quand même de le communiquer, par exemple, vis-à-vis de l'extérieur au code de conduite, parce qu'il faut aussi que vos tiers soient connus. Oui, bien sûr, oui, ça c'est, oui. Alors ça, par rapport aux politiques cadeaux, oui, l'idée c'est l'intégrer déjà dans les contrats. Attention, notre politique cadeau, zéro cadeau. L'intégrer aussi dans les conventions de subvention. Enfin, ce qui nous lie avec les tiers, en fait, et même, pourquoi pas afficher, ça on l'a pas encore fait, mais afficher notre politique, c'est zéro cadeau, là où il y a des guichets ou des interactions avec du public. Voilà. Donc oui, il y a cette communication externe pour tout ce qui concerne les externes. Par exemple, depuis Wasserman, la loi Wasserman, par rapport à la ligne d'alerte, il faut que ça s'ouvre aux co-contractants. Donc il faut communiquer en externe le fait qu'il y a une ligne d'alerte avec nos co-contractants. Donc oui, les marchés et les conventions avec les subventions principalement. Et après, pour revenir sur ce que vous disiez sur la communication des élus, moi, je me souviens que quand j'étais à la région Île-de-France, c'était un vrai sujet parce que, en fait, il y avait aussi cette crainte quand on est un élu et qu'on communique trop sur la probité, la transparence, l'éthique, que ça nous revienne en boomerang parce qu'ils savent bien que c'est pas le fait de communiquer qui va les protéger. Au contraire, apparaître un peu comme le chevalier blanc de l'éthique et de la déontologie. Enfin, en tout cas, moi, mes élus, c'est ce qui m'avaient répondu. Ils n'avaient pas trop envie de se mettre en valeur là-dessus parce qu'ils trouvaient que c'était aussi s'exposer quelque part. Oui, il y a ça, on le trouve aussi dans le secteur privé, dans les entreprises aussi, parce qu'il existe des certifications, ils ont peur de montrer leur certification. Mais en fait, finalement, communiquer sur un dispositif qui existe, c'est intéressant. Par exemple, lorsqu'il y a un problème, quand il y a une affaire qui éclate, c'est pour dire, oui, mais alors nous, on n'a pas fait rien, on fait des choses. C'est un peu pour rassurer les gens qu'il y a des choses qui sont faites, il y a des efforts qui ont été faits. S'il y a eu un cas, c'est malgré tout ça, ou voilà, c'est aussi, ça protège aussi la collectivité. Et ça aide à regagner la confiance. Voilà. En fait, c'est une mesure de maîtrise de risque de réputation. Le fait de communiquer sur ce qu'on fait. Bon, merci à tous. Je éteins la visio. Merci.